Bonsoir, dans Autant n'importe l'histoire aujourd'hui, le Caravage, peintre de génie et voyou. C'est un tableau sublime que l'on peut voir au Louvre, la mort de la Vierge. Une femme dans une robe d'un rouge éclatant est étendue sur le dos, pieds nus, une main posée sur son ventre. Elle vient de mourir. C'est la Vierge, bien sûr, un personnage sacré. Mais il n'y a rien de divin dans cette scène, car c'est d'abord une femme que le Caravage a peinte ici. Un être humain mortel qui nous ressemble, avec un corps de chair et de sang. Comble de la transgression, c'est sans doute une prostituée, la belle Anna Bianchini, qui dans sa robe écarlate a posé pour le peintre romain. Qu'il peigne des saintes en extase, des pauvres aux pieds sales ou Judith tranchant la tête d'Holoferne, le Caravage, maître du clair-obscur, semble nous interpeller. Regardez, ne détournez pas les yeux, la réalité humaine est ainsi faite de sublime et de trivial, de beauté et de violence, d'ombre et de lumière. Une vision tourmentée du monde à l'image sans doute de Caravage lui-même. Car le peintre qui nous bouleverse encore aujourd'hui par son humanité est le même homme, querelleur et violent, prêt à tirer l'épée à la moindre colère et qui sera un jour condamné à mort pour homicide et contraint à l'exil. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Michel Hilaire, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conservateur général du patrimoine et directeur du musée Fabre de Montpellier. Vous connaissez bien le Caravage, puisqu'en 2012, vous étiez le commissaire de l'exposition Corps et Ombres, Caravage et le caravagisme européen, donc exposé au musée Fabre. Alors je viens de parler de la mort de la Vierge, c'est un tableau parmi d'autres du Caravage qui est au Louvre. Il y a beaucoup d'œuvres du Caravage en France ? Il y a peu d'œuvres de Caravage en France. De toute façon, il y a peu d'œuvres en tout, une cinquantaine d'œuvres, un corpus finalement très très restreint sur une carrière assez brève. Il y a bien sûr les Caravages du Louvre, la diseuse de Bonaventure, le portrait de Alof de Vignancourt, le grand maître de l'ordre de Malte. Il y a bien sûr la mort de la Vierge. Il y a un tableau sublime au musée des Beaux-Arts de Rouen, qui est la flagellation du Christ. Ça, c'est un tableau qui a été redécouvert il y a une cinquantaine d'années par un grand historien d'art qui a été un peu le maître de Caravage. C'est lui qui a redécouvert Caravage au XXe siècle. Caravage qui avait un peu disparu, il faut bien le dire, des livres, de la connaissance. Et Roberto Longhi a été un des acteurs essentiels de cette redécouverte. Historien d'art italien. Le Caravage est donc un peintre italien de la fin du XVIe siècle. Il est né en 1571 et mort en 1610. À 39 ans, une existence brève, mais on a dit que sa peinture a révolutionné l'art, c'est vrai ? Oui, sa peinture a révolutionné l'art d'abord par des pratiques qui étaient quand même très nouvelles, avec l'utilisation de modèles vivants. Il peignait directement sur la toile, sans dessin préparatoire. Il y a l'utilisation aussi de cette fameuse lumière directionnelle, ce clair-obscur caravagesque, qui d'ailleurs a été perfectionné au fil des années. On voit que les premières œuvres de Caravage sont des tableaux clairs, et progressivement, vers 1598-99, juste avant le grand cycle de la chapelle Contarelli de Saint-Louis des Français à Rome, il perfectionne ce clair-obscur, il densifie ses ombres, il plonge finalement ses figures dans une obscurité, les fonds sont unis, il n'y a pas de perspective, alors que c'était la grande conquête de la Renaissance, depuis italienne, les grands Florentins du XVe siècle jusqu'à, bien sûr, Michel-Ange et Raphaël, surtout Raphaël. Lui, au contraire, Caravage brouille un petit peu tout ça, et finalement, ce qui l'intéresse, c'est de faire jaillir ces figures sur le devant du tableau, de leur donner une présence finalement très palpable, très charnelle, d'en faire presque nos contemporains, pour que le spectateur s'identifie à la scène représentée, s'identifie à ces êtres de chair. Finalement, il y a une espèce d'identification pour nous replonger dans les vérités de la foi, parce que quand même Caravage est aussi au service d'une grande peinture religieuse de cette époque, la peinture à Rome de la Contre-Réforme. Et donc, il y a cette volonté de ressusciter ces acteurs de l'Évangile, ces contemporains du Christ. Et donc, finalement, la meilleure façon, c'est de prendre des êtres de chair, des êtres de la rue, comme tout le monde finalement, pour essayer de nous replonger dans la vérité des apôtres qui ont suivi le Christ et qui se sont engagés dans la foi. Alors, le Caravage, de son vrai nom Michelangelo Merisi, a fait l'essentiel de sa carrière à Rome. Il est devenu célèbre vers l'âge de 30 ans, mais quelle a été sa vie avant ?
Alors sa vie avant est finalement assez peu connue, on a très peu d'indices, on sait qu'il est né à Milan, qu'il a passé les premières années de sa vie à Milan, ensuite il est revenu dans son bourg d'origine de Caravaggio, d'où le nom de Michelangelo Merisi da Caravaggio, ce petit bourg de Lombardie, puis vers l'âge de 12-13 ans, sa famille, sa mère, parce qu'en fait il avait déjà perdu son père, mort de la peste, le place en apprentissage chez un grand peintre de ce moment-là à Milan qui s'appelait Simone Peterzano et qui se disait élève de Titien. Donc ça veut dire aussi un peintre qui s'intéressait à la couleur, qui s'intéressait à une forme de naturalisme qui était l'apanage de la peinture lombarde et vénitienne. Et finalement, pendant toutes ces années de jeunesse, Caravage a une très grande connaissance de la peinture lombarde, aussi bien à Milan que dans les localités autour en Lombardie. Et c'est finalement ce langage très naturaliste qu'il introduit à Rome et qui crée aussi... Parce qu'à un moment donné, il est attiré par Rome, comme beaucoup d'ailleurs de ses compatriotes, beaucoup de maçons, d'artisans venaient de Lombardie, et lui a été dirigé vers Rome parce que c'était la capitale internationale des arts à ce moment-là. Donc là où il y avait des mécènes, des protecteurs. Des mécènes, l'église, bien sûr, oui. les prélats, donc des débouchés possibles et l'occasion extraordinaire de se perfectionner dans son art, aussi au contact des grands cycles légués par Raphaël et Michel-Ange, bien sûr, qui seront d'ailleurs ses modèles. Il a beaucoup regardé Michel-Ange, mais aussi la statuaire antique. Le succès arrive en 1600, les commandes affluent, on pourrait s'attendre à ce que ce succès apaise l'artiste, mais on va le voir, il n'en est rien, nous y reviendrons tout à l'heure si vous voulez bien, Michel Hilaire. Tout de suite, nous partons à Rome en 1605, le Caravage, peintre de génie et voyou, un texte de Jean-Baptiste Sabiani, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire, réalisation Sophie Aude-Picon. La vieille chouette. Pour 6 mois de loyer impayé, m'envoyer les agents et me faire jeter en prison. Signor Abaggio, je t'ai peinte déjà en gorgone repoussante. Je te repeindrai encore plus laide. Supplicié, tiens, la gueule ouverte, écorché, ou même décapité. Tu me reproches d'avoir abattu les planchers et les murs de ton gourbi, mais il me faut de la lumière pour peindre. Dès que je sortirai, la vieille... Tiens, ce n'est pas Anna, là-bas? Elle a dû aller travailler en dehors des faubourgs et s'est fait arrêter. Tu es belle, ma chérie. J'ai un projet pour toi. Dès qu'Honorio m'aura fait sortir de là, je te peindrai à nouveau. Grâce à mon art, Rome vénérera la plus belle de ces putains. Enfin, une des plus belles. Rome, 1605. Âgé de 34 ans, Michelangelo Merisi passe une nouvelle nuit dans la sinistre prison de Tordinone. Jouisseur, noceur, d'un tempérament violent et querelleur, le peintre, qui se fait appeler Caravage, du nom de son village d'enfance, est un habitué des bagarres et autres rixes à la sortie des tavernes où il s'enivre régulièrement, le plus souvent avec son meilleur ami, l'architecte Onorio Longhi. Bien que considéré comme un artiste important par de riches prélats, nobles ou banquiers, le Caravage vit ardemment et passionnément au milieu de la faune nocturne, prostituées, souteneurs, hommes de main, qu'il prend comme modèle pour ses toiles. Dépensant plus d'argent qu'il ne reçoit de la vente de ses œuvres, insolent, portant l'épée réservée aux seuls nobles, le Caravage scandalise autant qu'il fascine. Michelangelo! Michelangelo! Michelangelo, mais où cours-tu comme ça? Hé, le diable te poursuit ou quoi? Il m'inspire, oui. Pour faire justice. Faire justice? Juste un compte à régler, ce sera vite fait. Lâche-moi, Honorio, qu'est-ce qui te prend? Où est-ce que tu vas? Mais lâche-moi. Hé! Je vais juste reprendre mes affaires chez la Baggio. Tu sais très bien qu'elles n'y sont plus. Vraiment? Ne me prends pas pour un imbécile. Qu'est-ce que tu vas faire? Honorio, lâche-moi, s'il te plaît. Tu as vu ce qu'elle m'a fait? Mais j'hésite. Le feu, c'est joli. Lâche, ça défoule.
À ma place, tu choisirais quoi? T'es complètement fou. Je te fais libérer grâce à l'intervention du cardinal Del Monte et tu comptes recommencer. Je ne peux pas laisser cette guenon impunie, enfin. Et moi? Je dis quoi au cardinal? Mais rien, tu lui dis rien. Elle n'osera pas appeler les agents cette fois, je m'en assurerai. C'est indigne de toi, Michelangelo. Une rixe, ça fait partie de la vie. Mais saccager le logement de ta logeuse. Honorio, c'était pour avoir plus de lumière. Et elle m'a pris mon atelier. Je sais même pas où sont mes toiles et mon matériel. Dans l'appentis, j'ai vérifié, tout y est. Oh, Dieu soit loué. Tout mon travail. Le cardinal m'a également donné les 40 écus qu'elle te réclamait et je t'ai trouvé un nouvel atelier. Où? Via di Ripetta, près du Palazzo Firenze. La résidence privée du cardinal. C'est grâce à lui. Il reste très bienveillant envers toi, même si tu n'es plus à son service. Je vais lui rendre une visite. Il l'attend et il espère de toi une attitude plus digne et plus conforme à l'estime qu'il te porte. Regarde ces loques. Il faut d'abord que je me refasse une garde-robe. Bon, t'abandonnes tes idées stupides de vengeance. Oui, tu as raison. Je vais me contenter de faire mon travail. Et avant tout, témoigner ma reconnaissance au cardinal. Oui, rends-toi présentable et va lui payer ton respect. Et à la signora Baggio. Easy, si tu... Non, je plaisante. Grâce à toi, je décide à partir d'aujourd'hui de ne plus être rancunier, bagarreur, mal élevé, et de ne plus m'enivrer. Je te le promets. Je serai ce que le cardinal Del Monte veut que je sois. Personne ne te demande ce que tu ne peux donner. Sois juste reconnaissant. J'ai aperçu Anna à la prison. Encore? Elle y passe sa vie. Plus belle que jamais. Une irrésistible putain. Je vais la faire poser pour la mort de la Vierge, comme ont commandé les moines de Santa Maria della Scala. Une putain en vierge, encore une fois. Un jour, Mérisi, tu changeras le plomb en or. Les ombres et la lumière. Ce fond très sombre permettra le jaillissement du visage devant le spectateur. Le contraste sera saisissant. La chapelle est éclairée par la droite. Dans le cadre, c'est de la droite également que viendra la lumière. De l'ombre émerge la sainteté. La Vierge apparaîtra brutalement dans le tableau, mise en valeur par cette lumière qui la dessinera. Sacrée, mais semblable à une femme que l'on pourrait croiser au détour d'une rue de Rome, ou d'un de ces bordels. C'est vraiment ici qu'ils font les meilleurs artichauts à la romaine. Pourquoi tu me regardes comme ça? T'as bu qu'un verre de vin. Je t'avais dit que je changerais. Frère Caravage, amen. Amen. Les prêtres sont encore plus débauchés que nous. Tiens, Anna est là. Elle pourra t'en parler, les 3/4 de ses clients sont des curés. Anuccia! Anuccia, viens! Regarde-la, je vais la faire poser. Le peintre et l'architecte. Assieds-toi. J'ai pas le temps. Sur mes genoux. Alors dans ce cas, verse-moi à boire. Sais-tu que nous étions ensemble à Tordinona cette nuit? Je bois avec un gredin. Tu y étais pourquoi, toi? Il s'est attaqué à une guenon. À une guenon? C'est mal, ça. Et ils t'ont relâché tout de suite? Ce matin, grâce au cardinal Del Monte. Et toi? Non, ce soir, grâce à Ranuccio. Ah, Ranuccio. Et pourquoi ils t'ont attrapé? J'avais repéré un bon pigeon. Les gardes me sont tombés dessus immédiatement. Attends, laisse-moi deviner. Encore un homme d'église? Oui. Mais le clergé aime les artistes et les prostituées. Il a besoin de nous. Anna, il faut que tu viennes à mon nouvel atelier. J'ai besoin de peindre à nouveau tes longs cheveux rouges. Ah oui? Et pour être quel personnage cette fois? Une Madame de Lorette, peut-être. Mais d'abord, la Vierge qu'on m'a commandée pour une chapelle à Santa Maria della Scala. Encore la Vierge? Dans une église? Ça va être long. Peut-être. Si tu n'es pas sage. Et elle fuit encore en Égypte? Il y a 8 ans, j'étais si belle dans ton tableau. Non, cette fois-ci, elle meurt. C'est la mort de la Vierge. Mais la Vierge ne meurt pas. Elle monte au ciel. Pas dans mon tableau. Elle meurt. Mais ce sera quand même un instant sacré. Il ne me pas de Filio Spiritu Sancto. Ne te signe pas, ce n'est pas un sacrilège. Tiens, Ranuccio Tomassoni vient vers nous.
ton protecteur. Anna, qu'est-ce que tu fais sur le genou de ce fauché de Mérésie? Avec Honorio Longhi, les plus mauvais architectes de Rome. Oh, et depuis quand les macros dans ton genre connaissent quelque chose à l'art? Depuis que je porte une épée au côté, tu veux que je te montre comment je m'en sers? Thomasson, qu'est-ce que tu cherches? Tu veux te battre avec Honorio? Appelle tes hommes, parce que je serai avec lui. Tu portes encore cette épée alors que tu n'en as pas les droits, Mérésie. Vous voulez vous battre? Moi, je m'en vais. Anouchia! Non, on ne se battra pas. Oui, va travailler. Je doute que ce peintre miteux ait de quoi payer. Tu es peut-être lié aux Farnèse et soi-disant gentilhomme, mais pour moi, tu n'es qu'un souteneur minable qui attaque des gens sans défense et maltraite des filles. Alors écoute-moi bien. Anna va poser pour moi. Non, Michelangelo. Pour un de tes tableaux, alors que tu passes ton temps en prison, qui en voudra? Et tu crois pouvoir disposer d'Anna comme ça? Je dois partir. Oui, les clients attendent ta croupe. Anouchia! Elle refuse parce qu'elle a peur de toi. Je vais te... Reste assis. Allons, lève-toi. Tu vois bien que c'est ce qu'il attend. Le jour où tu me promets de ne plus chercher les ennuis, tu réponds à ce stronzo. Alors, tu te lèves ou pas? Ta face ressemble au cul du cheval de Saint-Paul dans mon tableau de Santa Maria del Popolo, Thomasson. Je ne me bats pas avec le cul d'un cheval. Si tu sors ton épée ici, tu iras droit en prison, Thomasson. Alors? Pauvre pouilleux, restez dans votre fange. Ouais, c'est ça, va-t'en. J'ai perdu mon modèle, mais j'ai évité une rixe. Serre-moi du vin. Depuis le milieu du XVIe siècle, Rome connaît une intense période de création artistique. Des palais et une cinquantaine d'églises sublimes sortent de terre et transforment une cité sans éclat en ville-musée de 100 000 habitants, parmi lesquels 10 000 ecclésiastiques, un grand nombre de célibataires et un contingent important de prostituées. La ville éternelle voit affluer de grands artistes, de Carrache à Rubens, invités pour magnifier les nouvelles constructions. Au milieu de ce bouillonnement, le talent singulier du jeune Caravage est repéré dès 1596, 4 ans après son arrivée à Rome, par le puissant cardinal Francesco del Monte. Collectionneur d'art frénétique et avisé, cet homme raffiné, ambassadeur du duc de Toscane auprès du Saint-Siège, accueille pendant 4 ans le Caravage dans son somptueux Palazzo Madama, où il peint quelques-uns de ses chefs-d'œuvre, les joueurs de cartes, le joueur de luth, le concert de jeunes gens ou le portrait de Catherine d'Alexandrie. Admiratif du talent novateur de ce jeune homme, le prélat continue de veiller sur son ancien serviteur, bien qu'il ne travaille plus pour lui depuis 5 ans. Merci d'être intervenu en ma faveur, Éminence. Encore une fois. Ton ami Longhi m'a raconté tes malheurs. Ça n'excuse pas tes méthodes de ruffian. Mais on n'emprisonne pas pour si peu un peintre tel que toi. J'ai réalisé mes erreurs, je me suis amendé. On ne m'y prendra plus. Oui, renonce à t'enivrer et à fréquenter les filles de mauvaise vie. Tu portes encore l'épée? Alors que tu n'es plus à mon service? Si tu retournes en prison pour cela, je n'interviendrai pas. Faites-moi confiance. Toujours aussi sûr de toi. Je suis très honoré que vous ayez conservé tous mes tableaux chez vous. Je les aime tous. Mais j'ai une préférence pour Sainte Catherine. Sainte Catherine d'Alexandrie. Il est là. Regarde comment déjà en 2-3 ans tu avais fait, non pas des progrès, mais trouvé une nouvelle manière. Sainte Catherine est si réelle, son expression si saisissante, et ta palette si riche, le violet sombre de la robe, le bleu nuit du manteau, le rouge du coussin. J'essaie de ragaillardir les ombres. Tu saisis admirablement ce visage, au milieu des instruments de son supplice. Et que dire de ses doigts, sur cette épée ensanglantée qui transperce le tableau sur toute sa diagonale. C'est un honneur d'avoir servi un grand homme qui connaît si bien la peinture. Il m'est agréable de t'aider à obtenir des commandes, mais c'est parfois difficile. Tout le monde ne t'aime pas. Les peintres de Rome médisent de moi, mais aucun n'a mon talent. Garde-toi du péché de vanité. Il y a une violence dans ta peinture
qui peut inquiéter. Les gens distingués tels que vous l'apprécient. Et une certaine trivialité aussi. Ta vocation de Saint Matthieu a beaucoup surpris. Je montre ce que disent les textes. Saint Matthieu était un publicain, quand le Christ l'appelle. Il collecte l'argent des impôts. On n'a guère l'habitude de le voir comme ça. C'est un peu familier. Mais je trouve ton tableau admirable. Tu as fini l'Assomption, commandée par Santa Maria della Scala? Je compte la terminer bientôt. J'ai trouvé l'idée qui permettra d'honorer comme elle le mérite la chapelle Cherubini. J'ai hâte de la voir. Tu sais combien cette église et ses moines me sont chers. Je ferai une œuvre que tout Rome admirera. Et du moins, ceux qui connaissent la peinture. Pressé de trouver un modèle pour les commandes importantes qu'il doit honorer, Caravage traverse les ruelles de Rome jusqu'au domicile de la très belle courtisane Lena Antonietti, située tout près du mausolée d'Auguste. Il me faut Lena. Anuccia est belle, mais elle ne veut plus poser. Lena est plus mystérieuse et plus raffinée. Elle avait accès aux cardinaux avant d'avoir cet enfant. Je ne l'ai jamais eue et je la veux. Eh bien, que me vaut la visite du peintre le plus sauvage de Rome? Je sors du mausolée d'Auguste et l'envie m'a pris de saluer la plus grande beauté de Rome. Comme c'est charmant. Sincère. Tu es bien installé, je vois. J'ai eu quelques succès. Tu en as encore. Ta beauté n'a d'égal que ton élégance. Que cachent tous ces compliments, monsieur l'artiste? Lena, laisse-moi m'asseoir près de toi. Doucement. Mets ta main sur mon cœur. Vois comme il bat. Oui, tu as couru. Non, Lena, il bat à fendre ma poitrine car j'ai devant moi mon prochain modèle. Ton cœur ne bat pas si fort que ça. Tu me veux comme modèle pour un tableau? 2 tableaux. 2 fois la Vierge. La Vierge? Le cardinal Paoletti interdit de représenter les saints sous les traits de personnes existantes. Pour ça, tu devras trouver une fille des rues qui accepte quelques pièces de monnaie. Ce sont des commandes à la hauteur de ta beauté. La première est pour Santa Maria della Scala. Santa Maria. Moi, la Vierge dans une église. Mais toute la curie connaît mon visage, sans parler du reste. Tu souhaites embarrasser tous les cardinaux qui ont couché avec moi? Eh bien, quoi? La mère du Christ est par sa pureté l'image même de la beauté. Et la beauté la plus parfaite de Rome, c'est Lena Antonietti. Tu cherches le scandale, Caravage. Je veux ton visage empli de grâce pour la mort de la Vierge. L'Assomption, c'est encore plus osé. Je veux faire quelque chose de nouveau. La montée au ciel avec les anges tout autour, ça a été fait 1000 fois, ça n'a aucun intérêt. Mais le corps de Marie, inerte, qui nous ramène à notre condition mortelle, ça, personne ne l'a fait. Je te le dis pour ne pas te prendre par surprise. Tu veux montrer la Vierge morte comme si c'était une femme ordinaire? Totalement. Et que je prête mon visage à cette horreur? Qui parle d'horreur? Tu seras parfaite. Pauvre fou, comment oses-tu vouloir me peindre en Vierge morte? Impie, mécréant, diable. Bon, c'est une mauvaise idée. Je ne voulais pas t'offenser. Mais tu dois accepter ma deuxième offre. Elle n'a rien à voir. Je ne peux pas me passer de toi. Une déclaration maintenant? C'est quoi cette offre? C'est pour Sant'Agostino. Une madone. C'est pas possible. Tu comprends rien. Une madone de Lorette. Une madone des pèlerins. Ne ris pas. Ne ris pas. Un sujet sublime que les peintres actuels rendent d'une mièvrerie écœurante. Moi, je vais montrer une vierge proche des gens du peuple. 2 pèlerins humbles, presque miséreux, verront l'apparition de la grâce devant le sanctuaire de Lorette. Tu connais mon travail? Je sublime les saints et la Vierge. Je te veux dans ce tableau. Je ne veux pas copier une statue antique comme le font les besogneux sans imagination. Je sens ton âme. Je veux la montrer. Je veux que tu sois cette madone. Pour certains, tu n'es peut-être qu'une courtisane. Pour moi, tu es une inspiratrice, digne de prêter tes traits à la Sainte Mère de Dieu. Tu parles bien.
Mais même si j'étais d'accord, je n'ai pas beaucoup de temps. Viens demain, à mon atelier. Moi seul vois la lumière qui émane de ton visage. Comme je voyais celle de Philide et Mélandronie quand je l'ai peinte en Catherine d'Alexandrie ou en Judith décapitant Holoferne. Philide. C'est vrai que tu es spécialisée en courtisane. Si tu insistes autant, c'est que tu es sincère. Un vaurien, mais sincère. Un vaurien qui connaît son art. Léna saisit la chance d'être, grâce à moi, la Madone de Lorette pour l'éternité. Intriguée et séduite par le peintre et ses propositions, Lena Antonietti pose dans son atelier. Debout, elle offre son visage somptueux et sa silhouette parfaite au pinceau d'un Caravage particulièrement inspiré. J'ai fini. Tu peux cesser la pause. Regardons ça. C'est moi? Ouais. C'est beau. Le contraste entre l'ombre du fond et les parties plus claires. Et tu dessines directement sur la toile? Pas de dessin préparatoire. C'est ma spécialité. Tu es un maître. C'est si vrai comme une sculpture? C'est mieux qu'une sculpture. Voilà pourquoi j'avais besoin de toi comme modèle. C'est d'une simplicité. On dirait vraiment... La Vierge? Une mère. Elle est les deux. Réelle et divine. Sensuelle et au-dessus des hommes. Comme toi. Grâce à toi. Tu me vois comme ça? Je peux te voir encore plus belle et te donner beaucoup d'amour. Léna, si tu voulais... Caravage, fais ce que tu veux. Tu seras à moi. Je suis déjà à toi. Rien qu'à moi. Je ne veux pas te partager. Tu demandes beaucoup. Je donne encore plus. Hein? Attends, comment disais-tu? Je ne m'enivrerai plus. Jésuite, tu as bu plus que moi. Ouais, je travaille beaucoup. Je suis si fier de la Madone de Lorette. La grâce, mon vieux. Et je suis amoureux. Amoureux? Son visage de déesse, ses seins fleuris, ses longs cheveux noirs. Sa croupe, mon ami, sa croupe, Honorio. Et quelle amante passionnée, dévorante. Et depuis quand? Qui est-ce? Lena Antonietti. Hein? Honorio, je veux qu'elle soit ma femme. Mais c'est une courtisane. Avant, c'était une courtisane. Je veux plus qu'elle aille avec d'autres. Elle me l'a promis. Elle habite là, dans cet immeuble. Oh, regarde! C'est pas elle là-bas? Avec le vieillard. Où? Là! Elle passe derrière la fontaine. Mais si! Avec cet imbécile de vieux notaire, Pasqualone. Elle m'avait promis de plus le voir. Souvent, femme varie. Elle va pas varier longtemps. Attends-moi ici. Michelangelo! L'épée à la main, Caravage sort de la taverne. Il se rapproche silencieusement de Lena et du vieux Pasqualone qui la courtise, assomme son rival du plat de son épée et enlève sa belle. Michelangelo, tu l'as tué? Non, juste assommé. Viens, sauvons-nous avant que cet imbécile ne se relève et me reconnaisse. T'es complètement fou, pourquoi t'as fait ça? Viens. Où? Chez moi. Tu y passeras la nuit. Et toutes celles que je te dirai de passer avec moi. Et pourquoi je t'obéirais? À cause du feu qui brûle en nous, qui nous consume, qui nous dévore. J'ai connu beaucoup de femmes, tu as connu des hommes, et jamais nous ne nous étions abandonnés comme nous l'avons fait la nuit dernière. Tu m'aimes, et je veux que tu sois à moi. Tu veux être mon homme? Je suis ton homme. Gare à toi si je te surprends avec un autre. Viens. Arrête. Quoi? Tu es fou. Tu es un maître. Un Michelangelo. Viens.
Mérizy. Oh, Mérizy. Mérizy. Oh, Norio. Il est quelle heure? Qu'est-ce qui se passe? Habille-toi en vitesse, fous le camp. Pasqualone, le vieux notaire, tu l'as à peine étourdi. Il t'a reconnu hier. Il a porté plainte. Essaye de quitter la ville quand il est encore temps. S'il a porté plainte, ils vont t'arrêter et te jeter en prison pour des années. Tu dois fuir. Tu es allé trop loin. D'accord. Léna, je pars et je reviendrai. Je te le promets. Recherché par la police, Caravage réussit à sortir de Rome. Il se réfugie à Gênes, près de la cour de la famille gouvernante, où son art est très apprécié. Cet entourage aristocratique et puissant l'aide à obtenir le pardon de sa victime, et le peintre peut revenir au bout de quelques mois. À Rome, sa Madone aux pèlerins a suscité un enthousiasme bruyant et spectaculaire, surtout auprès du petit peuple, augmentant le ressentiment des ennemis du peintre. Plus sûr que jamais de son talent, Caravage peut désormais prétendre aux commandes les plus prestigieuses. Mon art est enfin reconnu. Le peuple sent que je peins son visage et que mon art est unique. Les maniéristes bigots qui peignent sans grâce bientôt n'intéresseront plus personne. Tiens, c'est Anuccia. Anna! Anna, qu'est-ce que tu as? T'as mal au cul? Tu es cruel, Michelangelo. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Ranuccio. Il m'a battu, je peux plus m'asseoir. Pourquoi tu fais ça? C'est sa façon d'être. Il m'a menacé de me tuer si je tombe enceinte. Et il le fera, j'en suis sûre. Le cardinal Del Monte m'attend. Je ne peux pas rester. Tu vas pouvoir rentrer chez toi. T'inquiète pas. Je n'en vaut pas la peine. Va voir ton cardinal. Je reviendrai te voir. Et soigne-moi ce cul si précieux. Oh! Éminence. Mérizy, tu t'es amendé comme tu me l'avais promis? Oublions. Tu sais que le chantier de Saint-Pierre touche à sa fin. C'est pour toi l'occasion d'en faire partie. La confrérie des palefreniers souhaite qu'une Madone orne l'autel de sa chapelle, et j'ai pensé à toi. Si tu acceptes, tu prendras en partant 25 écus d'acompte, et tu en toucheras 50 de plus quand tu auras fini. Saint-Pierre, je suis très honoré. Tu devras te surpasser. Surpasser la Madone des pèlerins. Et cette fois éviter toute trivialité et toute vulgarité. On ne montre pas des pieds sales dans l'église du Saint-Père, Mérizy. La Madone de Lorette a sa propre signification. Les pèlerins étaient des gens du peuple. Pour cette noble confrérie des palefreniers, je ferai autre chose. Ton style exprime une spiritualité puissante. Malgré ta vie de violence, je sais combien tu es religieux. Merci, Éminence. Entamée en 1506, la construction de la basilique Saint-Pierre est au XVIIe siècle le chantier le plus monumental et le plus prestigieux de la Contre-Réforme. La commande que la confrérie des palefreniers passe au Caravage pour orner la chapelle Sainte-Anne des palefreniers et qu'il achève en avril 1606 doit marquer la consécration du peintre. Ta Madone est superbe. Mais le serpent me fait peur. Toi et le petit Jésus terrassez le mal originel. Tu vois comme tu es belle. Ça te plaît? C'est magnifique. Tu saisis cet instant et tu lui donnes une telle... intensité dramatique. Comment un débauché tel que toi peut avoir un esprit aussi élevé et noble? La peinture ordinaire montre des personnages qui incarnent une seule fonction. Riches, pauvres, ducs, évêques, voleurs, vierges, saints. Ma peinture montre autre chose. À travers ces personnages, je raconte des histoires qui parlent à tout le monde. J'accède à l'âme, à une sorte de vérité. Honorio, qu'est-ce qui se passe? On vient de repêcher le corps d'une femme dans le Tibre. Une femme.
Et alors? J'y suis pour rien, je t'assure. Elle a de longs cheveux rouges. Anuccia? Toi, Anna, étendue sur cette table, dans cette morgue à peine plus sinistre que les prisons où l'on te jetait pour l'exemple, pour satisfaire les hypocrites et les dévots, tu seras pour toujours la mère de Dieu, pleurée par les apôtres au moment de sa mort. Oh, Michelangelo, nous sommes là depuis trop longtemps, il faut partir. J'ai bientôt fini. Encore quelques instants. Peindre Anna à la morgue. Mon habitude de ne pas faire de dessin préparatoire me permet de peindre vite. Regarde. Tu peins vraiment la Vierge, dans cette robe rouge, avec ce bras qui pend sans vie, et ce teint livide, ces jambes nues, ce ventre gonflé qui montre le travail de la mort. Je suis sûr qu'Anna était enceinte et que Ranuccio l'a tuée à cause de ça. Mais tu devais peindre la Vierge qui monte au ciel, pas une putain... Pas une putain morte allongée à la morgue. Ce tableau parlera au peuple qui viendra le voir. On m'a commandé la mort de la Vierge, je vais peindre la vraie mort de la Vierge. Tu te demandes comment quelque chose de trivial, de sale ou de mauvais peut être beau ou sain, par la beauté des émotions, Honorio. Allant à l'encontre de tous les canons idéalisés de l'image religieuse, la mort de la Vierge est refusée par l'église Santa Maria della Scala en avril 1606. Le grand peintre flamand Rubens, qui le tient, lui, pour l'un des meilleurs retables réalisés par le Caravage, convainc le duc de Mantoue de l'acheter aussitôt et discrètement à la confrérie des palefreniers pour 280 écus. Quelques semaines plus tard, le 28 mai 1606, Rome la tapageuse est encore plus animée que d'habitude en raison des fêtes données pour l'avènement du pape Paul V. Le Caravage et son fidèle ami Onorio Longhi se promènent tard le soir dans les ruelles du quartier du Jeu de Paume lorsqu'ils croisent soudain Ranuccio Tommasoni. Il tombe bien. Ranuccio, tu me dois toujours 10 écus. Ah bon? Pour la partie de l'autre jour. Hey. Tu as tellement de succès que tu as 10 écus près. Il est vrai que ta dernière toile a été refusée. Tu es tellement mauvais. Allez, profite des fêtes offertes par les saints-pères, même un dévorien comme toi. Oh, je vais m'occuper de toi, Tommasoni. Mais oui, mais oui. Fais attention, je ne suis pas une pauvre fille que tu peux balancer dans le Tibre parce qu'elle est enceinte. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je sais très bien que tu as tué Anna. Je vais t'apprendre à respecter un gentilhomme, moi. Ne sois pas si sûr de toi. Tu portes encore cette épée. Ça fait trop longtemps que tu croises mon chemin. Sale racaille. Tu vas te payer pour tous tes crimes. Oh. Pauvre minable, une épée n'est pas un pinceau. Ça, c'est le début. Tu n'es plus en état de te battre. Renonce ou je te tue. Recommande ton âme à Dieu. Mais tu es possédé par les diables. Tiens. Dieu te pardonne tes péchés. T'es blessé? Je suis touché à la tête. Il est mort. T'as tué un gentilhomme. Nous devons quitter Rome. Tu peux marcher? J'y arriverai. Je pars. Mais je reviendrai. Le Caravage fuit Rome le soir même. Il apprend le 16 juillet suivant qu'il est condamné à mort par contumace, sans possibilité d'appel. Commence pour le génie indomptable la dernière période de sa vie, faite de fuites et d'errances entre Naples, Malte et la Sicile. Il produit durant 4 ans au moins une vingtaine d'œuvres géniales, dont les couleurs sombres et les thèmes violents et morbides reflètent sa personnalité et sa condition d'exilé condamné à mort. Le Caravage meurt le 18 juillet 1610 à l'âge de 38 ans à l'hospice de Porto Ercole en Toscane d'une infection après avoir contracté la malaria. Anna,
Laine, fille Lydée, tous mes modèles, je vous ai tant aimé, vous étiez mes vraies déesses. De l'ombre jaillira toujours la lumière, et de vos visages émaneront toujours la beauté et la grâce. Le Caravage, peintre de génie et voyou, de Jean-Baptiste Sabiani, avec le Caravage Noah Morgenstern de la Comédie Française, Honorio Longhi, Stéphane Butel, Anna Bianchini, Maude Forget, Lena Antonietti, Chloé Chevalier, Ranuccio Tommasoni, Luca Bozzi, le cardinal Francesco Del Monte, Saverio Maligno. Bruitage Bertrand Amiel, prise de son, montage et mixage Benjamin Vignal et Antoine Espel, assistante à la réalisation Sophie Pierre, réalisation Sophie Aude-Picon. Vous écoutez France Inter, Autant en emporte l'histoire. Je reprends dans quelques minutes la discussion sur le Caravage avec mon invité Michel Hilaire. Plus les années défilent, moins je comprends les choses, moins je trouve les réponses aux questions qui se posent. Le temps m'a alourdi, et puis fanent les roses, des pensées qu'on croit sûres, et d'autres s'y opposent. Alors je viens poser sur la tienne ma bouche, c'est la seule vérité, nos lèvres qui se touchent. Je ne fuis plus l'orage, j'ai l'envie d'en découdre, les fleurs se fanent sur le rivage, mes paumes me dissoudre d'alcool et de paysages. Je distille le jour, j'alambique les nuages, dévêtus par la foudre. Surtout ne pas mourir sans la fièvre du jour, les coucher sur la mer à ravirer la mort, nous moquer bien des limbes et des longs puits sans fond, car les dieux et l'Olympe n'auront jamais raison. Ils nous envient l'effroi de connaître le temps, de n'avoir qu'une seule fois pour nous rendre vivants. Je ne fuis plus l'orage, j'ai l'envie d'en découdre, les fleurs se fanent sur le rivage, mes paumes me dissoudre d'alcool et de paysages. Je distille le jour, j'alambique les nuages, dévêtus par la foudre. D'alcool et de paysages de Teamed Up sur France Inter. Autant en emporte l'histoire est réalisé par Lauriane Toulmont, assistée d'Anna Massardier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Pierre-Yves de Rollin. Michel Hilaire, le Caravage est donc mort en exil le 18 juillet 1610 à Porto Ercole, un petit village de Toscane au bord de la mer. On a beaucoup glosé sur les causes, les circonstances de sa mort. Est-ce qu'on sait aujourd'hui exactement ce qui s'est passé ? Ce qu'on sait en réalité, c'est que le Caravage était désireux de regagner Rome. Ça, c'était son plus cher désir depuis plusieurs années, depuis 4 ans finalement. Il n'avait qu'un espoir, c'est retrouver cette ville qu'il avait quand même portée à la célébrité. Il avait sans doute la possibilité d'être gracié par le pape grâce à l'intervention de son neveu, le cardinal Borghese, Scipion Borghese, qui était d'ailleurs un grand amateur de peinture et qui d'ailleurs convoitait les dernières œuvres de Caravage. Donc Caravage a pris un bateau, une felouque, en juin 1610. Il y avait 3 tableaux à l'intérieur, destinés à être offerts au cardinal Borghese. Il voulait partir à Rome. Il voulait rentrer à Rome et il est débarqué dans une forteresse. Et en fait, il a été obligé d'être libéré, car on l'a arrêté un peu finalement par erreur. Il a versé une rançon, mais malheureusement la felouque est rentrée à Naples avec la cargaison des précieux tableaux. Donc lui, sans doute à cheval
cheval a parcouru les 100 kilomètres qui le séparent de Palo à Porto Hércules, qui était sous domination espagnole à ce moment-là, qui est un petit port très très joli d'ailleurs aujourd'hui, sur la presqu'île de l'Argentario. Et là, il est mort probablement quelques semaines après à l'hôpital de la ville. On a un acte et il y avait sans doute quelques tableaux encore en sa possession dans sa chambre d'hôpital. Et le vice-roi de Naples d'ailleurs va très très vite après essayer de mettre la main dessus. Donc jusqu'au bout, Caravage a été finalement guetté, surveillé pour récupérer ces précieux tableaux. Et sans doute... Que sont-ils devenus, ces tableaux? Alors ces tableaux, il y en a un qui est réapparu, qui est aujourd'hui à la collection Borghese à Rome, qui est le Saint Jean-Baptiste. 2 autres sont perdus, un autre Saint Jean-Baptiste et une Madeleine pénitente. Et sans doute qu'il a aussi peint, et il avait avec lui au moment de sa mort un Saint Jean-Baptiste à la source, dont on connaît finalement l'existence à travers de très nombreuses copies. Voilà, donc ça, on a un souvenir, des tableaux mais qu'on va retrouver un l'original, jour. Exactement. Donc je crois que mystère. L'actualité Caravage n'est pas finie, car je crois qu'un jour vont réapparaître une partie, sans doute peut-être 2 ou 3 tableaux. Et vous serez là sûrement pour aller les admirer. Le Caravage, il avait tout pour lui. Il avait le génie, il avait les protecteurs, il a eu le succès. Comment expliquer ce caractère violent et cette fin tragique ? Alors c'est une personnalité à l'évidence très irascible, très querelleur, batailleur, très extravagant aussi. Les textes nous disent que c'était quelqu'un de fantasque, qui était capable par exemple de refuser de prestigieuses commandes extrêmement lucratives, mais parce que ça lui plaisait pas, parce que ça leur emballait pas, il refusait. C'est quelqu'un qui travaillait, puis qui, une fois qu'il avait beaucoup travaillé, il travaillait avec beaucoup d'intensité, il s'arrêtait et il partait plusieurs mois se promener à travers les rues de la ville, habillé un peu à l'espagnol, toujours en noir, un peu déguenillé aussi, parce qu'il avait aussi cette prétention aristocratique, mais en même temps un peu bohème. On dirait aujourd'hui, c'est un artiste au sens fort du terme, c'est-à-dire avec beaucoup de contradictions, beaucoup d'exubérance aussi, d'excès. C'est quelqu'un qui véritablement va toujours presque au-delà de ses limites. Il provoque Tomassoni, on ne sait pas exactement d'ailleurs dans quelles circonstances, les choses sont pas claires. Sans doute qu'il lui devait de l'argent suite à des querelles, à des peut-être le jeu de pommes aussi, le jeu. Et finalement, il y a eu ça a mal tourné. Voilà, ça a mal tourné. Il l'a blessé mortellement. Et encore une fois, il est protégé, car toute la vie de Caravage, on a énormément d'indices de procès, d'arrestations dans les archives. Mais à chaque fois, il s'en sort parce que le cardinal Borghese, le cardinal Del Monte le soutiennent. Il a eu toute sa vie finalement, aussi bien à Naples, à Malte, en Sicile, de très haute protection, car son art révolutionnaire n'échappait pas à l'élite intellectuelle et artistique de son temps. Oui, parce qu'il a quand même tué un homme. Il a été gracié alors qu'il était condamné à mort pour homicide. C'est quand même une belle protection. Absolument. Même s'il n'en a pas vraiment profité, puisqu'il est mort dans son exil. Il y a quelque chose qui apparaît aussi dans l'histoire du Caravage. On a l'impression que, comme il a l'habitude de vivre parmi l'aristocratie, qu'il aspire à vivre aussi comme un gentilhomme. Il veut porter l'épée, ce qui, à Rome, à cette époque, et d'ailleurs pas qu'à Rome, est un privilège de la noblesse. Est-ce qu'on peut dire que le succès lui aurait monté à la tête et qu'il aspire en tant que roturier, qu'il aspire à une autre vie, à une autre condition sociale? Absolument. C'est un personnage qui est un petit peu à la limite de sa classe d'origine. Il a un processus d'identification à disons un monde chevaleresque, la noblesse féodale romaine qui guerroyait encore beaucoup, qui défendait ses prérogatives face au pouvoir centralisateur du pape. Donc il a fréquenté toute sa vie ces aristocrates à Rome, et donc on sent que il avait aussi une haute idée de son talent. Il aimait qu'on lui rende hommage, il aimait qu'on le salue, par exemple, dans les rues de Rome. Il avait son épée au côté, ce qui était interdit. Donc c'est quelqu'un de très extravagant, très hautain, très chevaleresque d'une certaine façon, et qui en même temps cherche vraiment à se positionner parmi tous ses collègues peintres. En fait, il est persuadé que c'est le meilleur. Et c'est vrai qu'après le cycle de la chapelle Contarelli à Rome, qui est toujours visible à Saint-Louis des Français, ce succès lui est un peu monté à la tête. Voilà, c'est quelqu'un qui a, on dirait aujourd'hui très trivialement, qui a pris le melon. Voilà, donc c'était lui, Caravage, et tous les autres ne valaient rien. Il savait qu'il avait les plus grands mécènes derrière lui aussi. Et
effectivement, il aspire à une forme d'aristocratie, il est chevaleresque, vous le dites, Michel Hiller, et en même temps, il fréquente les prostituées qui sont ses amies, enfin du moins c'est l'impression qu'il donne. Il aime l'authenticité, oui. Il aime la vérité humaine. Je crois que Caravage, c'est avant tout ça. Il est vraiment dans la religiosité de la contre-réforme, dans la religiosité du temps, et le peuple de Rome, son authenticité, l'originalité aussi de sa culture, cette culture populaire très intense, et qui a toujours été très très forte à Rome, et qui d'ailleurs perdure encore aujourd'hui, même jusque dans les fameux ragazzi de Pasolini, bien sûr, bien plus tard. Mais Caravage est fasciné par cette humanité. Et c'est vrai que ce monde des joueurs, ce monde de la nuit, ce monde des prostituées, il faut pas oublier non plus que ces courtisanes étaient les seuls modèles féminins possibles dans la société du temps. On pouvait pas peindre une femme de qualité, c'était pas possible. Oui. Et pour en venir donc à cette peinture, l'artiste a été célèbre de son vivant, vous l'avez dit. Est-ce qu'il a eu le temps de créer une école, en fait Alors, il n'a pas eu le temps de former une école vraiment lui-même. Alors, il avait quelques imitateurs très proches de son vivant. Sa chance, finalement, a été d'avoir quelques peintres de talent, la plupart étrangers. Je pense à l'Espagnol originaire de Valence, Ribera, qui arrive très très jeune à Rome, du vivant même de Caravage, et qui profite de sa disparition en 1610 pour imiter sa manière. Les textes nous disent que c'était presque une espèce de Caravage ressuscité, bis, voilà. Et il s'est fait une gloire très très rapide. Ensuite, bien sûr, il a fécondé tout le foyer napolitain à partir de 1616, puisqu'il va s'installer à Naples, et toute une pléiade d'artistes français comme Simon Vouet. Le plus grand génie du caravagisme, c'est Valentin de Boulogne, qui arrive lui aussi à Rome très très peu de temps après la mort de Caravage, et qui va diffuser cette manière brune de la peinture ténébreuse de Caravage, va avoir un succès en gros jusque vers 1625-1630. Ensuite, progressivement, ce style caravagesque, avec ses contrastes d'ombre et de lumière, va passer de mode, et c'est le classicisme en particulier de Poussin, qui va prendre le dessus. Oui, voilà. Et Caravage sera progressivement oublié pendant des siècles, bien que le nom perdure. Souvenez-vous que Stendhal disait ce peintre assassin. Déjà dans ses promenades, voilà, il y avait le mythe Caravage existait déjà. Réputation. Mais il est surtout, comme je disais tout à l'heure, redécouvert au début du XXe siècle, dans les années 1910-1920, par la redécouverte d'œuvres, progressivement, comme je pense par exemple... Des œuvres qui étaient perdues ou mal attribuées. Finalement, le caravagisme au XIXe siècle, c'est une forme de naturel. C'est le naturalisme, on dit le Caravage, voilà, mais sans trop savoir finalement ce que c'est en réalité. Merci beaucoup Michel Hiller de nous en avoir justement révélé un peu plus la vérité. De vous, on peut lire Caravage, qui a été publié chez Hercher en 1995, et vous avez dirigé avec Axel Emery le catalogue de l'exposition Corps et Ombres, Caravage et le caravagisme européen au musée Fabre à Montpellier et au musée des Augustins à Toulouse. Et à lire également donc le grand classique sur le Caravage, Le Caravage par Roberto Longhi aux éditions du Regard. Autant n'importe l'histoire, c'est fini pour ce soir. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, je vous parlerai de René Maran, un écrivain tombé depuis dans l'oubli, mais qui pourtant, en décembre 1921, il y a tout juste un siècle, a reçu le prix Goncourt pour son roman Batouala, un livre où ce Français originaire de Guyane montrait et dénonçait la réalité coloniale française en Afrique. Il fut le premier écrivain noir à recevoir le Goncourt. 1921, René Maran, le premier Goncourt noir, c'est dimanche prochain dans Autant n'emporte l'histoire. Après le flash, vous retrouverez Jean-François Zigel pour la preuve par Z.